Alors quelques mois à Toul où je me repose et puis brutalement je suis désigné comme instructeur à l'école d'état-major. Moi qui n'avais pas fait ni école de guerre ni école d'état-major, je suis désigné comme instructeur. Bijard, la division blindée dans l'offensive. Alors j'ai autour de moi une trentaine de capitaines, vous voyez le boulot. Alors les cartes, etc. Alors qu'on rentrait crevé, 8000 morts sur 11 000 en captivité. Ceux qui rentraient de l'hôpital étaient à moitié morts, hein, faut bien le reconnaître. Et on me colle donc instructeur là pendant un an. Pendant un an, donc instructeur à l'école d'état-major. Et puis ensuite volontaire pour repartir en Algérie chez les paras, où je commande le 3e para. C'est au sud de Constantine, à Ouled Rahmou, que le 3e bataillon de parachutistes coloniaux est cantonné quand le lieutenant-colonel Bijard prend son commandement le 27 octobre 1955. Le Boudec, qui était lieutenant au 6e para à Dien Bien Phu, constituait sa compagnie en Bretagne en attendant de retrouver le 3e BPC. Il fallait de toute façon être en forme physique chez Bijard. Il n'admettait pas les traînards, les géniards, il fallait être en forme physique. Et pour mettre ces gens en forme physique, il commençait dès le début de l'incorporation. Voilà, j'ai été chargé de former la compagnie avec laquelle je suis parti. Le commandant de compagnie n'était pas encore arrivé. Nous avons incorporé des civils qui arrivaient en civil pour s'engager à la caserne charnière à Saint-Brieuc. Et dès qu'ils ont été choisis, dès qu'on avait accepté les candidats au brevet de parachutiste, nous sommes partis à Vannes pour passer le brevet. Saint-Brieuc-Vannes, à pied, tout de suite. La traversée de la Bretagne, 3 jours, c'était des gens qui n'avaient jamais marché, qui ne comprenaient pas que s'engageant pour aller dans les avions et sauter en parachute, on commence par leur dire de faire 90 km à pied, mais au bout des 90 km, on avait déjà une idée des gens qu'on pouvait garder. Après avoir formé en France un escadron, le capitaine Le Boudec rejoint le 3e para en novembre 1955 dans la région de Beaune. Je suis arrivé et Bijard, dès le début, m'a mis dans le bain en me disant « Vos roulettes », parce que c'était des roulettes, restent à Beaune, vous marchez à pied, je vais vous renforcer un petit peu et vous serez une compagnie supplémentaire. Parce que apparemment, les jeeps et toute la surcharge opérationnelle que ça créait lui retirait sa souplesse. Il préférait avoir une compagnie supplémentaire. Et à ce moment-là, il a voulu tester l'escadron. Je n'ai pas été le chouchou dans l'attribution des missions et dans les enlèvements en camion quand il s'agissait ou de marcher ou d'être élevé en camion. Vous voyez. Alors en Algérie, Bijard a détruit une bande, Bijard a fait ceci, Bijard, tous les jours des articles sur les journaux, quoi. Dans l'ensemble, après, ça a été vraiment pour moi. Et ceux qui venaient avec moi étaient en opération, étaient vite mordus. Au bout de 48 heures, ils voyaient comment ça jouait, il n'y avait pas de tricherie, c'était net, sans bavure. Donc je les ai eus pour moi. Puis alors les grands, Lartegui, Kessel, Jules Roy. Kessel qui était venu me voir en Algérie en disant, moi me méfiant des vedettes, j'étais venu observer froidement Bijard. Et il dit, au bout de 48 heures, je suis pris, séduit, je suis pas le suivre au bout du monde. Formidable, Kessel. Un sacré type. Hein. Bijard innove encore en matière de guerre subversive et de contre-guérilla. Avec les hélicoptères, il va très sensiblement améliorer l'efficacité de ses paras. J'ai toujours travaillé en parfaite liaison avec nos merveilleux aviateurs. Il y avait un colonel qui s'appelait Brunet, qui était un type formidable. Il y avait M. Sagot, qui est devenu général Sagot. Alors Brunet, Sagot, Bijard, on travaillait comme ça. Et on mettait, je me rappelle, le colonel Brunet sur les hélicoptères. On mettait une mitrailleuse et le type était attaché. L'hélicoptère se penchait et tirait sur les gars en bas. Et pendant ce temps-là, moi, je déposais d'autres hélicoptères, des gens d'hélicoptères autour pour coincer la bande. Et le tout, moi, j'étais dans un petit hélicoptère commandant l'affaire du haut. Puis quand ça jouait, je me posais, puis je travaillais avec les gars. Donc on a mis toute une doctrine au point, à tel point que les Américains sont venus. Et la première idée des Américains pour utiliser l'hélicoptère au combat, c'est quand ils nous ont vus œuvrer en Algérie. Alors ils ont multiplié ça par 10, par 100. Ils ont fait beaucoup de travail dans ce sens-là.
c'est surtout utiliser les hélicoptères pour coincer ceux qu'on avait décelés et non pas pour se promener et essayer de mettre des gens en place avec beaucoup de volume, en faisant du bruit et ne rien trouver au bout. Lorsqu'on avait trouvé quelque chose, on avait droit aux hélicoptères pour coincer vraiment les gens que nous avions trouvés. Si on n'avait rien trouvé, les hélicoptères restaient à leur base et nous, on continuait à marcher. Je crois que le général Bijard a été le pionnier de cette guerre, de ce type de guerre. Vous aviez tout fait pour l'économie des hommes. C'est, je crois, Lartegui qui a dit Bijard, ces hommes disent avec toi on peut aller n'importe où. Il a tout prévu. Si on est tué, c'est pas de sa faute, c'est de la note. Hein. Et Lartegui disait la force de Bijard, c'est qu'il sait ce que va faire l'adversaire. Il a un sixième sens qui dit il sait comment va jouer l'adversaire, alors ça l'aide. Et comme il a un service de renseignement toujours puissant, il sait où il met les pieds, quoi. Après avoir marché et peiné avec les soldats de l'opération Jumelle, Jean Lartegui, que vous voyez à gauche, et Pierre Schendorfer sont allés à l'autre bout de l'Algérie, à 600 km de là, dans le secteur du colonel Bijard. Qui sont ces hommes, Pierre Schendorfer? Ce sont les hommes du commando Georges, des musulmans. Les 150 hommes de ce commando sont presque tous d'anciens Fellaga qui se sont ralliés. Ils connaissent donc parfaitement les habitudes des rebelles, et le jour où je les ai accompagnés, je les ai vus découvrir ce qu'on appelle là-bas une cache, c'est-à-dire un trou assez profond dans lequel les Fellaga cachent des armes ou de la nourriture. Dans celle-ci, il y avait du blé. Le jour, ces hommes font ce que font les soldats des autres commandos, mais la nuit, que font-ils? La nuit, ils reprennent leurs anciennes tenues de Fellaga et ils partent chercher des renseignements. En Algérie, le but, bon, on montait une filière, on prenait un des pions de la filière. Bon, le type était interrogé par mes services, mais d'une façon humaine. On a beaucoup parlé d'histoire impossible, d'une façon humaine, parce que quel est le meilleur moyen d'amener un gars nous renseigner en lui expliquant pourquoi? Moi, j'ai le cas de numéro 1 de la résistance qui s'appelait Ben Mahdi. On tombe sur Ben Mahdi, le chef révolutionnaire le pur. Alors, on me l'amène à mon PC, menottes aux mains et les jambes liées. Donc, alors, je dis à Ben Mahdi, la gueule du type, l'habitude des hommes. Je dis, Ben Mahdi, vous avez une gueule terrible, vous faites votre travail, vous êtes un chef révolutionnaire, vous voulez voler votre liberté. Moi, je vous comprends, le problème n'est pas là, mais enfin, je prends la parole d'honneur d'un type comme vous. Je vous enlève les menottes, les ficelles aux pieds, dites-moi que vous ne vous évadez pas, vous serez libre dans mon PC. Il m'a dit, faites jamais ça, je m'en dis par la fenêtre. Net. Alors, ce type, j'en fais un ami, on discute. Alors, je dis quand même, bon, Leclerc voulait qu'on parte. Moi, j'estime que vous voulez votre liberté, je le comprends. Mais enfin, pour l'instant, c'est ça. Il y a peut-être des arrangements possibles, comme vous êtes chef de la résistance. Moi, je voulais essayer d'utiliser le gars, aller jusqu'au bout, si vous voulez, quoi. Et au bout de 3 semaines, comme on se voyait tous les jours, je l'amenais à mon bureau, c'était devenu un copain, on prenait un café ensemble. Et le commandement s'est dit, merde, est-ce que c'est Bijard qui va devenir Fellouz, ou est-ce que c'est l'autre qui va devenir? Alors on me l'a pris, puis je l'ai perdu, quoi. Mais moi, j'aurais gardé Ben Mahdi, c'est un pion qui aurait pu servir. Si vous voulez, ça peut aller très loin, tout ça, en voyant l'homme à qui on a affaire, en poussant les choses. C'est pas uniquement de dire, ah, donne-moi le renseignement, je te tape dessus. Ça veut rien dire, c'est pas la formule, ça. Oui, il y a des fois, quand même, on a besoin de renseignements en cas d'attentat, tout ça. Dans l'immédiat, oui. Donc, il y a eu des moments très durs, c'est sûr. D'un côté comme de l'autre, d'ailleurs. Eux, ils nous coupent en morceaux, et puis nous, voilà, fallait le renseignement, quoi. Et qu'est-il devenu, Ben Mahdi? Ben Mahdi, je crois qu'ils l'ont tué, quoi. J'ai jamais eu de nouvelles, mais enfin, il m'a été pris, j'ai jamais revu. Le commandement a voulu que Bijard se débarrasse de Ben Mahdi, quoi. Il fallait gagner. Il fallait, pendant cette première bataille d'Alger, si vous voulez qu'on en parle un petit peu, moi je me suis spécialisé dans ce qui apaisait un peu ma conscience, toute la pègre d'Alger. En frappant sur la pègre, j'avais moins de scrupules, vous voyez, parce qu'il fallait mener cette affaire avec toute l'astuce possible, mais ça a été un vrai roman policier, cette histoire de découverte d'un réseau de bombes
savoir qu'il y en avait 3 qui avaient explosé, qu'il y en avait 75 ou 76 ou 80 qui avaient été fabriqués, qu'il fallait les trouver avant qu'elles n'explosent. Et progresser pas à pas. Ce n'était pas l'escadron qui était dessus, c'était la deuxième compagnie ou la CA. Et ce sont des gens qui ont réussi à remonter des filières, à récupérer toutes les bombes. C'était indispensable de le faire, ça aurait été un véritable carnage. Que ça a été fait avec certaines brutalités, ça c'est indéniable, et que ces brutalités nous aient pesé à tous, c'est non moins indéniable. Mais cela vous a posé des problèmes de conscience, oui. Mais cela a sauvé des vies humaines? Je suis persuadé. Et puis, ça a permis peut-être de mener une politique suivie du côté des autorités françaises. Si on avait continué comme on était parti avec ces bombes qui explosaient au casino de la Corniche ou au Milk Bar, etc., c'était la catastrophe dans Alger. C'était avoué que le FLN avait gagné. Et ça, c'était donc la bataille d'Alger, une période où les paras étaient... Oui, c'est pas marrant. On n'est pas des flics, on n'est pas des policiers pour remonter des filières. C'est pas notre métier, ça. Mais enfin, comme il y a avec nous capable de le faire, où il fallait foutre le camp, où il fallait régler le problème. Il y avait donc Massu Bijard, donc on a dit les tortionnaires, on a dit ceci et cela. Quand on connaît Massu, c'est pas le genre. Et Bijard, en voiture, s'il y a un poulet sur la route, il rentre dans l'arbre pour pas écraser le poulet. Alors, voyons les choses telles qu'elles sont, quoi, oui. À titre exceptionnel, 5 héros reçoivent leur récompense des mains du chef de l'État. Le lieutenant-colonel Bijard, premier parachutiste de France, est promu grand officier de la Légion d'honneur. Tous les emblèmes des unités stationnées en Algérie sont présents. Sur les plis de beaucoup d'entre eux s'écrivent les noms d'un siècle et demi d'histoire de France. Les Saint-Cyriens. Après la tradition, dans leur tenue de combat, les parachutistes donnent le ton de la jeune armée française. Le régiment a donc défilé à Paris, c'était vraiment un jour de gloire, c'était formidable, applaudi par les Parisiens, des articles élogieux sur les journaux, on était les vedettes en Indochine et tout ça, ça s'est répercuté. On était aussi les vedettes en Algérie, quoi. Il y avait Bijard et Bréchignac, les 2 bataillons vedettes. Et quand ça allait mal, on envoyait toujours Bijard et Bréchignac, quoi. Alors c'était donc un honneur, venant d'Algérie, défiler le 14 juillet à Paris, c'était formidable, quoi. Oui. Dans l'ordre de défilé, vous savez que c'était un défilé en honneur des parachutistes. Et dans l'ordre de défilé, il y avait Gilles qui commandait l'ensemble, derrière Massu, et après le 3 qui n'était pas dans l'ordre numérique ou qui aurait pu défiler derrière la Légion ou derrière d'autres, c'était le 3. Je me souviens que Massu ne voulait pas défiler en commande-car, il voulait défiler à pied. Et son commande-car, vrai ou pas, est tombé en panne dans les Champs-Élysées. Et ce sont les officiers de son état-major qui ont poussé le commande-car. Je vous rappelez, c'est l'incident. Ont poussé le commande-car sur le côté. Et dans les officiers de l'état-major, il y avait Saint-Marc. Saint-Marc, oui. Benoît de Saint-Marc a poussé le... L'Algérie, c'était quand même moins loin. Ça a été... il y a eu des moments pénibles, mais mon époux, lui, c'était tout à fait différent de l'Indochine. Il risquait sa vie tous les jours, puisqu'il a été blessé, une balle à 1 centimètre du cœur. Bon, il y a eu l'attentat de Beaune. Je faisais mon footing dans les rues de Beaune, et puis c'est là où je marche, et puis ils étaient derrière moi dans une rue en embuscade, ils me tirent les 3 en même temps, quoi. Alors là, je tombe, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec bon... Et puis, je me souviens, je ramasse le bras droit dans la main gauche, comme ça, puis je pars sur eux, tête baissée, quoi. Alors, pour eux, c'était quand même Bijard la baraka, quoi. D'abord, ils ont dû trembler un peu en tirant, parce que le coup de grâce, ils ne voulaient pas me louper, quoi. Bon. Et je les vois encore se sauver, puis là, je suis tombé dans les pommes, alors on m'a ramassé, on m'a amené à l'hôpital, et comme on devait partir faire une opération à Suez, ou je sais plus où, quelques jours après, j'avais dit au chirurgien, coupez-moi le bras, moi, un bras en moins, ça aura de la gueule, quoi. Bon, et voilà. Il n'a pas voulu. Bah, il est là, il se porte pas mal. Oui. Cet attentat est un coup dur pour Bijard, mais également pour ses officiers. Pour nous, le jour où le colonel a été blessé, parce qu'on n'était pas tellement satisfait de le voir partir, et on ne savait pas du tout dans quelle main on allait tomber.
le voir blessé et savoir. D'ailleurs, si nous n'avons pas sauté à Port-Saïd, moi je suis persuadé que c'est parce que le colonel avait été blessé, sinon c'est nous qui aurions sauté et non pas le 2. Ça, j'en suis sûr. Année 1956. Les communications dans le canal de Suez menacent d'être coupées. Nos ressortissants sont en danger. Une force d'intervention se rassemble à Chypre, des plans sont dressés, les unités mises en condition et préparées dans les moindres détails. À l'aube du 5 novembre, les avions de transport volent vers les côtes d'Égypte. Le moral est au plus haut. À 7h30, le premier détachement du 2e régiment de parachutistes coloniaux saute sur Port-Saïd et coiffe ses objectifs. Le soir, un 2e détachement du même régiment s'empare de Port-Fouad. Opération remarquablement exécutée. Le succès est indiscutable. Alors nous sommes restés à Chypre et puis on n'a rien fait. On est monté dans les avions, on devait sauter à Alcantara, prêt à tout défoncer avec cet esprit para. Moi je me souviens comme mission, là c'était le commandant Lenoir qui me l'avait donné, vous sautez, on ne peut pas faire sauter vos jeeps en même temps, donc vous sautez tout seul, vous réquisitionnez des véhicules au sol et puis vous essayez d'aller le plus loin possible vers le Caire, jusqu'au Caire si vous pouvez. J'avais 80 bons hommes et j'étais persuadé que j'allais jusqu'au Caire tout seul. Et puis ça s'est pas fait. Comment? Ça s'est pas fait, mais... C'est pour ça que je voulais qu'on me coupe le bras pour pouvoir faire cette mission qui est importante, quoi. Et c'est nous qui l'aurions eu. Même avec un bras moins, il n'y a pas de problème. Là, oui. Souvent, je me demandais s'il allait pas y rester. Mais enfin, dans mon fond personnel, je disais, c'est pas possible. Hein. Il s'est sorti d'un mauvais pas comme l'Indochine, le Dien Bien Phu. Ah, ça a été tragique. Il y avait un photographe qui était sergent-chef flamand, qui faisait de belles photos. Son métier, je crois qu'il était boulanger dans le civil. Mais on sentait, il avait l'art, il avait le goût de l'artiste, une botte sur une piste, en photographiant la botte, que fais-tu là sur cette piste, enfin, un petit chat dans une botte, enfin, un gars qui avait beaucoup d'imagination, puis il faisait de la belle photo. Alors Flamand, pour moi, ça a été sacré tout de suite. Et puis j'avais autour de moi mon fidèle, déjà Indochine, Marshal Chevalier, sténodactylo, prenant les notes sur tout ce qui se passait, etc. Et puis le dessinateur Bourgevin, qui en moins de 2 faisait des croquis d'opération. Tout était fait. Autrement dit, je rentrais d'une opération, en 24 heures, on sortait déjà le compte-rendu. Et qu'est-ce qu'il y a de plus parlant pour un compte-rendu que d'avoir un bon dessin, que d'avoir une belle photo et d'expliquer comment ça s'est fait en quelques lignes. C'est beaucoup mieux que de lire 15 pages que personne ne comprend. Donc moi, j'étais habitué à ça et c'était mon bain-treux, si vous voulez, le sens de la communication, l'efficacité. Et pour moi, pour mes archives, avoir quelque chose qui reste, quoi. Tout le monde gardait cette documentation. C'était immédiatement la trace, bien faire et faire savoir. Hein. Oui. Mais tirer toujours des enseignements. Et le briefing quotidien dans le bureau du colonel, avec chacun libre de parler, en vraiment toute liberté, de ses difficultés, de ce qui n'avait pas marché, de ce qui avait marché. Et puis de temps en temps, le savon, parce que la radio n'avait pas marché, parce que on avait eu des gens qui s'étaient fait remarquer d'une façon ou d'une autre, plutôt en mal qu'en bien. Mais là, on sentait la fermeté, mais aussi le contact toujours très proche dans ce commandement. Tout en menant les opérations à la tête de ses hommes, Bijard édite plusieurs ouvrages. Et dans aucune bête au monde, on tombe sur Santenac.
Santac, il est dans mon bureau. Tout le monde connaît Santac en France, ou à peu près. C'est un homme formidable et j'ai choisi un sous-officier parce que d'abord, c'est un type exceptionnel. Vous savez, le type qui a fait l'Indochine. Prisonnier à Dien Bien Phu, un des rares qui réussit son évasion. 3 mois, il traverse les lignes Viet pour arriver à Hanoï. Il rentre en France, il sait que je suis en Algérie, il vient se rebattre avec moi au 3e pas en Algérie. Et là, garçon blessé 7 fois, médaille militaire, Légion d'honneur, un type sensationnel, quoi, d'un courage inouï. Et dans le désert, à Timimoun, des corps dignes de lui, là, il y a les dunes dans le désert, alors on donnait un assaut, et en passant au-dessus de la ligne, hop, il prend une rafale dans le ventre, et je me pose près de lui, je dis, Santac, t'en as vu de l'autre, tu t'en sortiras, c'est ta Xème blessure, tu t'en es... Il m'a dit, non, là j'ai une rafale dans le ventre, dans quelques minutes, c'est terminé, quoi. Et avant de mourir, il est allongé sur le sable, il salue, il dit, Kiosgan, j'ai perdu aujourd'hui, alors, il est là, ça vous marque. Partout où on était, Flamand faisait des photos magnifiques, quoi. Alors ça permettait, quand on fait un compte-rendu, de prendre la plus belle, celle qui est la plus expressive. D'autant plus que c'est un garçon qui prenait sur le tas, tout de suite. Hein. Un type était touché d'une balle, il était là, il photographiait le type, quoi. Donc il était en avant. Lui, sa mitraillette, c'était son appareil photo. Il ne voyait pas le danger. C'est ça, un homme qui est pris par ce qu'il veut faire, il est passionné, donc il ne sent pas le danger. Il ne sentait pas le danger, Flamand. Flamand était armé? Flamand, non, il était armé de sa caméra, de son appareil photo, c'est tout, quoi. Voilà une bonne image sympathique. Et pour payer notre école, nous aurions jeté sur la table cet agneau qui s'était égaré, quoi. Ils ont le même profil presque. Hein. On dirait les deux frangins, là. Oui, oui, oui. Voilà, exactement. C'est l'amour qui nous attendait au bout du chemin. L'agneau en courant est parti dans les sables et nous n'avons pas songé à rattraper. Les photos du désert sont émouvantes aussi, c'est sobre, hein, On ne voulut pas faire de lui un officier, même de la Légion d'honneur à titre posthume. Mais Santac cherche autre chose, et je sais qu'il l'a trouvé. De nous tous, il fut celui qui a eu la plus grande chance, car il a réussi sa mort après avoir mené la vie tourmentée qu'il avait choisie. Ça aussi, ça me travaille. J'étais retourné à Dien Bien Phu récemment, et dès que je suis sorti de l'avion, je revoyais mes lieutenants, je revoyais ceux qui sont morts là-bas, etc., et je me disais finalement, ils ont peut-être eu de la chance, parce que pour moi, c'est des jeunes qui étaient beaux, souples, félins, manœuvriers, comme je disais toujours. Que serait-il maintenant? Ils seraient comme moi. Hein, bon, peut-être une jambe qui ne marche plus, une épaule qui ne va plus, un œil en moins, ou peut-être déjà diminué par l'âge. Alors là, une vie, c'est tellement court, tout le monde meurt, on le sait. Alors, il vaut peut-être mieux laisser le souvenir d'une personne jeune que d'un vieux machin, quoi. Ça, c'est la vie, quoi. Ayant l'expérience de l'Indochine, j'avais fait un bouquin qui s'appelait Contre-guérilla. Contre-guérilla, où je disais que cette guerre subversive devait jouer de telle façon, avec des cas concrets, bien présentés. J'avais un bon photographe, un bon dessinateur, et j'envoie ça à l'école de guerre, au général qui commandait l'école de guerre en 1957. Il s'appelait le général Lecomte, je me souviens du nom. Il me dit, mon cher Bijard, bravo pour vos cas concrets si vivants. Quand je pense qu'on a oublié à cette école de guerre de nous instruire, d'instruire les jeunes dans cette guerre subversive, dans cette contre-guérilla. Merci vraiment, j'ai bien l'intention de pousser à fond dans cette direction. Envoyez-moi une dizaine de vos bouquins. Contre-guérilla. Alors c'est un volume toujours avec mon équipe, peu de monde, photo Flamand, dessin Bourgevin, et puis les notes prises par mon Martial Chevalier. Alors donc c'est un bouquin où il y a des croquis, voilà les filières des bombes, vous voyez comment remonter ça, oui, regardez, c'est bien préparé quand même, hein, oui, avec l'organisation. Quel était le but de cette édition? Le but de l'édition, c'était donc de faire comprendre qu'en Algérie, ce n'est pas la guerre où on arrive avec des blindés, on déblaye tout, c'est pas ça, c'est la contre-guérilla. C'est détruire des bandes, s'infiltrer, le renseignement, les détruire, remonter tous les organigrammes, si vous voulez, que ce soit contre les bandes ou que ce soit l'organisation politico, donc les batailles d'Alger comprenues, vous voyez, voilà, des combats de... Voilà, une opération 962, toujours des croquis pour le vin. Voilà, l'hélicoptère, voilà une autre, c'est la Jedida, Ores Nemencha, voilà. Voilà, les combats dans les grottes, vous voyez, c'est bien présenté.
cours de cette opération Jedida, des blindés ont été utilisés exceptionnellement pour cerner les monts des Ores Nemenchas. Lorsqu'il reçoit une mission et qu'il veut l'étudier, il se plante devant sa carte. Et à ce moment-là, je suis persuadé qu'il voit le terrain. Une carte, pour lui, parle et il sait lire une carte comme personne ne le sait. Et à ce moment-là, il vous dit, bon, ben, vous allez là, vous allez là, vous allez là. Quand vous vous retrouvez le matin, après une nuit de marche, à l'endroit qu'il vous a désigné, vous êtes vraiment à l'endroit où vous observez tout. Il a déterminé... mais en 5 minutes et sans avoir besoin de voir les parties vues et cachées. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça dans votre carrière, les parties vues et cachées. Ça, ce n'est pas son rayon, c'est le Boudec, vous vous posez là, Chaban, vous vous posez là, Planet, vous êtes ici. Et la zone est totalement encerclée, couverte. Il n'y a plus qu'à mettre quelques sonnettes dans les fonds d'oued, de façon à ce que les gens ne s'échappent pas. Et au petit matin... Quand on a fait notre marche de nuit de 30 ou 40 km, tout le monde doit s'étouffer. On ne fume pas, on ne fait pas de café, on dort, les radios en veilleuse, et on attend qu'il se passe quelque chose. Et en général, il se passe quelque chose parce que les gens sont tout surpris. Les troupes aéroportées sont présentes sur tous les théâtres d'opération. Mais qui sont ces paras? En Algérie, ces hommes font partie des meilleures unités de pacification et d'intervention. Ils protègent les populations contre les représailles des rebelles. Ils sont toujours aux endroits les plus menacés. Moi, j'étais à l'école quand il y a eu ce 13 mai, je crois que j'avais l'école de Philippeville, c'est-à-dire que le ministre de la Défense, Chaban Delmaz, avait dit « Je supprime l'école d'état-major à Paris, j'envoie des capitaines chez Bijard, il va les former à la guerre subversive. » D'après les bouquins que j'avais envoyés, contre-guérilla, etc. Donc je touche ces capitaines, je leur fais une école, saut en parachute, marche de nuit, casquette para, le truc de style para, quoi. Moi, personnellement, je suis venu à Philippeville en permission et il se trouvait que c'est le hasard, finalement, qui m'a mis en présence de Bijard. Et puis nous avons gardé un contact permanent depuis. Bijard, au combat, toujours en tête, entraînant ses hommes, toujours soucieux de ne pas sacrifier une vie. Pour lui, une vie humaine, un homme, c'était quelqu'un, c'était quelque chose de poids. C'est un homme de sentiment très fidèle, de cœur, le mot vient en permanence, qui était regretté. Lorsque j'ai vu partir de Philippeville le colonel Bijard, après 3 mois, après avoir mis en place l'école de contre-guérilla, les hommes qui présentaient les armes au colonel pleuraient. Ça, c'est quelque chose. Est-ce qu'on l'a vu souvent? Et puis il y a le 13 mai qui arrive, alors on vient voir Alger, Bijard prenait la tête du mouvement, Bijard à Paris, ça va être formidable, l'Algérie restera française, même les capitaines qui étaient avec moi disaient il faut y aller, pourtant c'était pas des paras, c'était l'école d'état-major. Donc vous êtes tentés par tout le monde à foutre le camp, à dire bon j'y vais être le glorieux, j'arrive à Paris. Non, moi, je dis je regrette, je dis ce que je pense, j'ai toujours dit ce que je pensais. Mais je suis toujours resté dans la légalité, j'ai des supérieurs, il y a des hommes politiques responsables, tout en leur disant ce que je pense, en les engueulant, mais là, je reste dans la légalité, on verra bien. Et heureusement, mais enfin, Salan qui était quand même un général que je respectais, qu'on avait bavé, l'Indochine, et on disait toujours du général Salan, le chinois, il ne se mouille pas, il réfléchit toujours, c'est une puissance intellectuelle, il est parti dans cette affaire-là. Charles, l'aviateur, c'est difficile une vie, faut peu de choses pour déraper, et surtout dans des périodes aussi troublées que j'ai pu vivre depuis les groupes francs 40 jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie. Oui. Beaucoup d'autres officiers comme vous en Algérie se sont laissés tenter
tenté par la prise du pouvoir politique. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas, vous, trempé dans un putsch? Pourquoi? Ou est-ce que vous n'êtes pas plus malin politiquement que vous ne semblez le laisser paraître? Je ne sais pas, quand je dis à mes camarades parlementaires qu'en politique, j'y connais rien, ils me disent, on ne te suit pas, Marcel, et il y a une femme députée qui dit, il faut se méfier du vieux caïman où j'ai plissé, là, parce qu'il voit loin. Bon, je ne sais pas si c'est tout à fait ça, mais effectivement, je crois que la baraka, vous en parliez tout à l'heure, ça compte. Et au moment des événements d'Algérie, où on nous avait tout de même dit l'Algérie restera française. Bon, on y croyait, on avait engagé des harkis qu'il a fallu abandonner. Tout ça, ça a été terrible pour nous au point de vue moral. Mais au moment des événements d'Algérie, au moment où il y a le putsch, moi j'avais été un peu des premiers dégagés en Algérie et je me trouvais à l'époque en Centrafrique. Donc j'étais loin de tout, si vous voulez. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été en Algérie? Je n'en sais strictement rien. Quand on parlait trop de Bijard, on m'a connu un secteur en Algérie, le secteur de Saïda, où il n'y avait pas un parachutiste. En disant Bijard, il gagne parce qu'il a les parents, on va le coller dans un truc, il va se casser la gueule. Ben, ces petits appelés d'où j'étais, le secteur de Saïda, entraînement, payant d'exemple, étant avec eux, etc. Au bout d'un mois, je leur ai dit, les parents à côté de vous, c'est des rigolos. Ils ont été formidables. Je crois que c'est l'exemple, il faut parler aux hommes, il faut leur expliquer le pourquoi de cette guerre, en disant, bon, elle est peut-être idiote, mais enfin, on est des militaires, on est fait pour gagner, quoi. Bon, on va donc faire équipe, un pour tous et tous pour un, quoi. Il n'y aura pas de différence, je serai avec vous, je serai devant quand il faut. Je vous montrerai les opérations au mieux, de façon à ce que vous ne fassiez pas gâter la gueule pour rien, quoi. Renseignement, on agira à coup sûr, etc. Donc, bien briefer les gens, les préparer, puis leur dire, vous avez des tenues dégueulasses, vous aurez une casquette, on va retailler vos pantalons, là, des défilés, de la gueule, 20 km, puis 30, puis 40, puis 50, tout ça, entraîner les types physiquement, moralement leur parler, et l'équipe, c'est-à-dire l'homme sergent, vous voyez, me disait, comment ça va, mon colonel? Bon, je serrais la main, vous voyez, c'était l'équipe. C'est à Berthelot, dans le secteur commandé par le colonel Bijard, que le général de Gaulle a commencé son voyage de 4 jours en Algérie. À Saïda, le président de la République a passé les troupes en revue, parmi lesquelles le commando Georges, composé uniquement de musulmans et en grande partie de félagas ralliés. Bijard reçoit De Gaulle. Quel honneur, hein. J'avais jamais vu De Gaulle. Bon, donc De Gaulle se pointe à Saïda, chef de l'État, plus tout neuf non plus, hein. C'est plus le De Gaulle très mince de la Libération, là, mais enfin c'est un grand monsieur, un monument. Bon, on n'insiste pas là-dessus. Donc il passe la journée avec nous, il déjeune avec nous, et il observe, il regarde. Il savait donc qu'on m'avait donné un secteur pourri et que Bijard, en moins de 2, avait libéré complètement. Il y avait plus de félagas dans le secteur. On en avait tué, on en avait blessé. C'était fini, quoi. Ce voyage, le chef de l'État avait voulu le consacrer dans les zones opérationnelles aux soldats et aux populations regroupées. Pacification, autodétermination, telles semblent devoir être, à la fin de ce voyage, les lignes directrices de la politique algérienne. Quand il est parti, je lui donne un dossier militaire où je disais que les généraux n'avaient rien compris à cette guerre subversive, ce qui était vrai, et un dossier politique où je disais « Je suis Algérie nouvelle. Il faut promouvoir l'élite musulmane, les mettre en place. Des gens inquiets vont dire que c'est ouvrir la voie d'indépendance, il s'agit de savoir ce qu'on veut ou risquer de tout perdre. Sans le savoir, j'étais dans l'esprit du général de Gaulle, tout en respectant mes camarades qui avaient dit « je resterai Algérie française », ils ont été jusqu'au bout. Et je tire mon chapeau, c'était des types admirables et courageux. Mais enfin, moi je voyais différemment, ayant eu l'Indochine, où Leclerc déjà avait dit en Indochine, en 1946, il faut traiter avec Ho Chi Minh. Et moi je savais quand un pays ne vous veut plus, il faut partir d'une façon la plus correcte possible. Alors donc De Gaulle est parti avec ça, et De Gaulle meurt le 9 novembre 1970, et le 8 octobre 1970, un mois avant sa mort, je reçois un bouquin de Colombin envoyé par lui, Mémoire d'espoir, envoyé par De Gaulle, où il y a une belle dédicace en première page, et dedans, il y a un endroit où il cite le jour où l'héroïque Bijard me recevait à Saïda. Un mois avant sa mort, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour dire j'envoie mon bouquin à Bijard? C'est quand même quelque chose que je n'ai pas oublié, hein. Moi, De Gaulle, c'est quand même un sacré monument, quoi. Et un autre là, Atig Khalifa, le gars de la Katiba 3. Katiba 3 a pris la veille au soir sur le champ de bataille, le lendemain matin, on lui change l'arme, on change la tenue en avant. Qui est cet officier qui interroge les ralliés? C'est le lieutenant Georges. C'est lui qui a donné son nom au commando. J'avais le lieutenant Griot,
Georges, son prénom, il avait formé le commando Georges avec des Algériens, même des félagaraliers. Il y en avait pour nous, donc il avait fait toute une équipe là, avec un esprit habillé comme nous à la para, 30-40 pentes dans la nuit, qui m'ont fait des bilans extraordinaires parce qu'il y avait le renseignement, ils savaient ce qui se passait, quoi. Alors c'est des gens qui auraient bien voulu aussi voir autre chose. Donc en discutant avec eux, ils disaient voilà, on est passé de l'autre côté pour telle raison, mais ça mène nulle part non plus. On ne sait plus où on va. Alors on fait confiance en des hommes comme vous. Voilà ce qu'on voudrait, un renouveau, une république algérienne, mais avec des moyens sérieux. Donc on essayait de penser ce que voulait la jeunesse algérienne. C'est le colonel Bijard que nous voyons maintenant, mais je voudrais, Pierre Schendorfer, vous poser une question au sujet du lieutenant Georges que nous venons d'entendre. C'est lui qui commande ce commando. Le jour, pas la nuit. La nuit, le commandement appartient à d'anciens Fellaga, un aspirant et 4 adjudants. C'est le colonel Bijard qui est le créateur de ce commando de félagaraliers? Oui, ce commando est le résultat des années d'expérience de la guerre d'Indochine, qui lui ont permis de formuler les règles de ce qu'on appelle maintenant la guerre révolutionnaire. Et que pense de tout cela, le colonel Bijard? Eh bien, nous le lui avons demandé pour conclure notre reportage. Nous faisons une guerre, pas pour nous, pas une guerre colonialiste. Bijard n'a pas de chemise, mes officiers non plus. Nous nous battons ici pour eux, pour l'évolution, pour voir l'évolution de ces gens-là. Et c'est une guerre à eux. Nous défendons la liberté, au même titre qu'à mon avis, nous défendons la liberté de l'Occident. Nous sommes ici des ambassadeurs, des croisés qui nous accrochons pour que nous puissions continuer à parler et avoir le droit de nous exprimer. Alors vous avez l'impression maintenant, après cette longue marche que vous avez faite comme aucune bête n'aurait pu faire, que vous débouchez maintenant sur quelque chose, sur une forme d'espérance et peut-être sur une solution en Algérie? Ben oui, nous le souhaitons ardemment. Maintenant nous sommes commandés, nous faisons confiance à un patron qui est à la tête du pays, et nous sommes persuadés, nous savons qu'il sera et qu'il est dans le vrai. Mais vous sentez que vous tenez le bon bout maintenant? Je l'espère, autrement je ne serais pas là. Et en Algérie, dès 56, je me disais, tout ça, ça n'en finira jamais. On recommence l'histoire d'Indochine. Piste sans fin, j'avais dit, qui ne mène nulle part. Donc, vous voyez, c'était net. Dès 56, je disais, piste sans fin qui ne mène nulle part. Piste sans fin qui ne mène nulle part. Une piste qui ne finit jamais, voilà. Piste longue où après des heures de marche de nuit, on espère au jour surprendre l'ennemi. Piste que l'on hait, mais dont on ne peut se passer. Et puis, piste où on meurt comme ça, sans s'en douter, sans le savoir. Donc tout ça, vous voyez, c'était des réflexions. Piste parcourue de jour, de nuit, dans le brouillard, dans le froid, dans la neige. Piste au destin imprévisible, où la mort frappe dans le décor qu'elle a choisi. Vous voyez, tout ça, c'est des choses qu'on passe tout en se battant, tout en marchant sur la piste. Alors ça, c'est noté, au retour avec de belles photos. Il y a des choses qui vous restent, hein. C'est marrant, on peut voir les belles photos. Hein. Belles photos de Flamands, voilà. Ouais. Bijard n'avait pas de PC organisé. Il n'y a jamais eu de popote. Bijard, vous le voyez assis par terre avec sa carte, ses officiers autour de lui. Vous ne voyez pas une tente dressée, le fanion, la garde, la popote, la caisse popote, le lit picot. Ça n'existait pas, nous. Je n'ai jamais vu Bijard avec une arme en opération. C'était une des caractéristiques. Jamais Bijard n'avait d'arme. Il avait ses gens autour de lui, son PC, son noyau, ceux qui sont vraiment dans son intimité. Je faisais quand même à peu près ce que je voulais, quoi. Bon, comme ça rendait, on m'embêtait pas. Et la bataille d'Alger, comme tout le monde avait abandonné, personne n'en sortait. On confiait ça à Massu Bijard. Donc, on était les deux tauliers, si vous voulez, à l'époque, à Alger, quoi. Bon, alors, le but, c'était de remonter les filières, comme ça se passait bien. Non, on faisait ce qu'on voulait. Moi, je voyais Massu. À l'époque, on était très, très amis, quoi. Donc, il n'y avait pas de problème, quoi. Non, on faisait chacun sa guerre. Et le bataillon Bijard avait toujours beaucoup de bilans. C'est lui qui trouvait le plus de Félaga, qui en emmenait le plus, etc. Donc, non, si vous voulez, là, je faisais ce que je voulais. Non, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu, à peu près, quoi. Et Bijard avait les moyens, là aussi. C'était quand Bijard était dans un coin, les hélicoptères étaient pour lui. C'était là la caractéristique. Mais c'était un peu le chouchou du commandement, si je comprends bien. Toujours. Il l'était déjà en Indochine, il l'était encore en Algérie. Nous avions les belles missions.
nous avions priorité pour un tas de choses, pour l'entretien du matériel, pour le renouvellement, voyez. Nous n'avons jamais été ennuyés, nous, commandant de compagnie, par un inspecteur du matériel qui voulait voir dans quel état étaient mes canons ou mes jeeps dans un coin ou dans un autre. Bijard n'aurait pas toléré qu'on vienne m'ennuyer avec ça. C'était pas pensable. Pas pensable non plus le rappel en France de Bijard, qui a refusé de rétracter les critiques qu'il avait faites contre l'état-major d'Alger. En famille, avec Gaby et Marie-France, c'est le retour à Toul, la base arrière, en février 1960. J'ai été très choqué, quand je pense qu'on peut parler librement, très choqué en arrivant à Beaune, quand j'ai rejoint avec mon escadron que je venais de former, quand j'ai rejoint le 3, de voir toute la jeunesse dorée de Beaune qui se baladait sur le cours Bertagna, qui se payait de notre tête, qui se baladait avec les filles au bras et qui ne se préoccupait pas du tout du sort de l'Algérie. Alors quand nous sommes partis après dans les Nemencha, nous faisions notre travail, mais se battre dans ces conditions, on sentait qu'il y avait quelque chose de pourri quand même dans cette guerre. Pour moi. Et les Algériens, à cette époque-là, les Algériens, eh bien, il y avait, vous savez, dans toutes les rencontres que nous faisions dans les douars ou dans les opérations, on trouvait les vieux qui mettaient les bananes pendantes, c'était les anciens qui étaient tout contents de voir un officier qui s'intéressait à eux. Et on a toujours été très direct, très proche des populations. Au régiment, il n'était pas question d'exaction ou n'importe quoi. Il n'y avait pas de butin, il n'y avait pas de fouilles, de rapines. C'était pas pensable, ça ne se faisait pas. Je ne sais pas si vous avez regardé ces images, la tenue des gens. Vous n'en voyez jamais un qui ne soit pas rasé, qui n'ait pas ses chaussures cirées, qui ait la casquette mise à la voyou ou n'importe quoi. C'est pas pensable, c'était pas pensable. Alors pour nous, c'était une sale guerre où il fallait maintenir la discipline et tout. Et comme notre devise, c'était un peu tous pour un, pour tous, il n'y avait aucun problème. C'était vraiment l'équipe qui gagne et on ne pensait qu'à ça, quoi. Donc, pour vous, ce fut une guerre propre? Pour moi, oui. Ah oui. Mais une guerre à fond aussi, et avec nos gens parfaitement rodés. Et on sentait très bien le succès que nous obtenions auprès de nos hommes, parce que le principal, c'était nos bons hommes. Quand s'est déclenchée l'affaire de Suez et qu'on nous a dit, vous rappelez, vous n'avez pas le droit de les garder, ils ne peuvent pas aller à Suez. On les a vus tous défiler pour signer leur engagement de façon à être des rengagés et non plus des rappelés pour pouvoir nous suivre. C'était les grandes satisfactions que nous avions. Belle équipe. Voilà, Miossec, vous avez Riac qui s'était évadé avec Santenac. Avec Santenac. Et qui reçoivent la Légion d'honneur tous les deux. Tous les deux, oui. Et vous savez que j'avais un fanion d'escadron uniquement porté par 3 sous-officiers Légion d'honneur. Oui, formidable. 3 sous-officiers Légion d'honneur. 3 sous-officiers Légion d'honneur. Sacré type. Pour une compagnie. C'était trop riche d'ailleurs. Je m'en suis aperçu après. C'était des types capables de commander chacun une compagnie, c'était des types formidables. Paul Tiget. Tiger, Voilà. Et puis là, c'est en attendant. Et les deux compagnons d'armes continuent de feuilleter leurs souvenirs. Mais l'Algérie, c'est un beau pays aussi, avec des richesses. C'est un pays qui devrait vivre facilement. C'est un pays qui pourra aller de l'avant. Mais quand on voit actuellement ce qui se passe, c'est triste. C'est pas mieux que de temps de l'occupation française. C'est moins bien. C'est moins bien, il faut bien le reconnaître, quoi. Alors c'est dommage, des gens qui se sont battus pour leur liberté, qui l'ont obtenue, de voir où ils en sont, ça fait plutôt mal au cœur et c'est triste, quoi. Alors moi je pense que là, c'est mal parti. Avec ce fils, vous savez, contre les fanatiques, il faut du temps, c'est pas facile. Alors moi je suis très inquiet, très inquiet. Alors quel est l'homme, quel est l'Algérien capable de reprendre tout ça en main? Je ne vois pas pour l'instant non plus, c'est très difficile. Alors là c'est un foyer encore autour de nous, qui est tout proche, quoi.